Donc, je vais vous introduire notre première conférencière. Précurseur de l'essor de l'UX en France, elle a vraiment été la figure de proue du mouvement depuis quoi, 2003, je pense, à peu près? Ouais, non? C'est loin, hein? Ouais, c'est loin, mais c'est quand même. Elle a écrit experte en UX design, ergonome, auteure, conférencière. Elle a écrit plusieurs livres qui sont enseignés des deux côtés de l'Atlantique. Ce soir, elle nous parle d'UX mobile, le sujet de son nouveau livre. Je vous présente Amélie Boucher. Si je parle là, vous m'entendez? Ah ouais, ça fonctionne. Je vais m'installer. Hein. Hop. Essayer de brancher. On va te mettre ta présentation à toi. Je te laisse faire? Merci. Je suis ravie d'être là. Je suis venue il y a déjà quelques années pour le WAC à Québec. Et en revenant, je me rends compte qu'ici, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup bougé. Et je suis hyper contente de voir cette dynamique. Comme le disait Jean-Michel, je vais vous faire une présentation consacrée à la navigation sur mobile, si ça veut bien s'afficher. Je viens de sortir un bouquin sur le sujet de l'expérience utilisateur mobile en général. Et du coup, en essayant de trouver un sujet de conf assez naturellement, je me suis dit, je vais choisir le truc le plus compliqué, celui sur lequel les gens m'interrogent le plus souvent, qui est la navigation. On est dans une industrie, en tout cas sur le mobile, où les gens copient vachement les autres, regardent leurs concurrents, font un peu tout pareil, et ils ont l'impression que le mobile c'est facile, de manière générale, sauf la navigation. En général, quand ils attaquent ce sujet-là, ils se disent « Quel bordel, avec tout ce qu'on a, comment on va faire pour ranger nos contenus, nos fonctionnalités, et bien les architecturer ?» Je ne me suis pas présentée, mais Jean-Michel l'a fait à ma place. Je bosse dans un micro-studio de design à deux. Micro, ça veut dire à deux. Je bosse avec Nicolas qui est là et qui fait du visual design. Et moi, je m'occupe de la partie ergonomie et UX. Un petit sommaire de ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors, la navigation sur mobile, c'est vraiment très gros comme sujet. Donc, en 45 minutes, je ne vais pas avoir le temps d'aborder tout. Mais j'ai envie de vous donner quelques tips pour réussir à architecturer vos contenus de la bonne manière. Faut-il que je parle comme ça pour que vous m'entendiez beaucoup? Je peux pas l'enlever le truc là. Attendez, je teste parce que si on passe 3 quarts d'heure à ce que vous m'entendiez pas, ça va être compliqué. Vous êtes toujours très sympa, vous les Québécois. Peut-être qu'on songe à déménager, je vois. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Quelques tips donc pour réussir à architecturer vos contenus dans votre contexte à vous. On va beaucoup parler de contexte, du fait qu'il n'y a pas de solution ou de recette magique qui s'appliquerait partout pareil. Et donc on va voir dans quel contexte on applique quelle solution. Et on va beaucoup parler notamment de menus, donc on va parler de hamburger et de ce genre de mots délicieux. On va en tout cas parler du fait qu'on peut afficher un menu, on peut le cacher, quels avantages et quels inconvénients ça peut avoir. Et puis on va terminer par un truc qui vous intéresse en général très beaucoup, voilà, qui s'appelle la navigation par geste. On entend souvent dans les briefs, nous, on voudrait une application où on swipe. Voilà, okay. Quand on commence par là, en général, ça commence mal. Et donc j'avais envie de consacrer un truc à ce sujet. J'adore swiper, hein, mais quand on commence par là, c'est un peu compliqué de concevoir. On va commencer par se demander d'abord, ça veut dire quoi naviguer, et ça veut dire quoi naviguer sur mobile, parce que c'est vraiment un contexte bien spécifique. Naviguer sur mobile dans nos têtes de concepteurs, et quand on est dans nos workshops ou sur nos tables de travail, ça ressemble à ça. On se dit, ça va être super, le mec il va naviguer sur les flots, le ciel est bleu, les petits oiseaux chantent, je ne sais pas s'il y a des oiseaux sur la mer, enfin il y a les mouettes et tout ça. Ça va être génial. Et en fait, dans la réalité, c'est un peu trop souvent ça. Et ça, c'est même pas quand le mec a sorti les rames, quoi. Mais c'est souvent une galère. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme nous aussi, on est usagers du mobile, j'ose espérer que vous en rendiez compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'optimiser la navigation pour que finalement, on la voit plus. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train d'appuyer quelque part, d'activer un call to action, de passer d'un écran à un autre, que ce soit tellement fluide que ce qu'on voit, c'est le contenu. Donc on va passer 3 quarts d'heure à parler d'un truc qu'on veut rendre transparent. Un peu de contexte. Pourquoi c'est plus important qu'ailleurs, même si c'est toujours hyper important de travailler l'architecture de l'information, mais pourquoi sur mobile, c'est encore plus critique. Parce qu'on est dans un contexte qui, pour plein de raisons, est vraiment très sensible aux potentiels défauts d'architecture de l'information.
pour plein de raisons qu'on va énumérer, mais qui sont liées à l'appareil, au contexte dans lequel je l'utilise, au réseau, aux usages et puis aux gens en général. Donc on va les énumérer rapidement avant de passer aux techniques. Donc c'est pas évident d'abord parce que sur mobile, quand je suis venue au WAC la dernière fois, on a parlé d'attente. Sur mobile, on attend un peu tout le temps. C'est 80% de notre temps. On s'en rend plus ou moins compte selon la manière dont est conçue l'application, mais on attend beaucoup. Et quand on attend beaucoup, ça veut dire que quand on se trompe, ça prend encore plus de temps. Je me trompe, donc je charge un écran qui servait à rien, je suis obligée de revenir en arrière, de réappuyer sur autre chose, c'est une nouvelle tentative, de réattendre, d'avoir un nouvel écran. Si j'ai de la chance et que je ne me suis pas trompée 2 fois, ça va. Mais en tout cas, se tromper, ça prend beaucoup plus de temps sur mobile. Ensuite, dans le contexte mobile, il y a beaucoup de... Alors, n'y voyez aucune métaphore, mais de papillonnage, de rupture. Je vais faire 12 trucs à la fois. Je vais être en train de regarder une application, ma mère m'appelle. Voilà. J'ai beaucoup de ruptures qui font que ma navigation, elle est beaucoup sujette à des arrêts. Et un arrêt, c'est un point de fuite. Si je m'arrête, je peux ne jamais revenir, globalement. Il y a des ruptures qui sont... on appelle ça des ruptures intramobiles. Je suis en train de regarder une application, ma mère m'appelle, ça c'est une rupture intramobile. C'est un coup de téléphone qui vient interrompre une activité liée à l'application. Mais il y a aussi des ruptures de vie. Je suis en train de faire du Facebook et mon boss débarque sans crier gare. Ça, et il y en a beaucoup, des ruptures comme ça de la vraie vie. Ça fait que si ma navigation elle n'est pas bien conçue ou pas assez bien conçue, potentiellement, je vais m'arrêter là où j'en suis. Donc plus l'utilisateur va vite, sans se précipiter, mais plus il va vite, moins on va avoir ces points de fuite-là. C'est aussi très sensible aux défauts d'architecture parce qu'on a souvent des sessions d'usage qui sont ou qui devraient être extrêmement limitées. Je check la météo, on check... Alors, pardon, il fallait que j'utilise que des termes pas anglophones, anglicisme, bon bref. Je sais que vous y tenez, désolé. Et en tout cas, j'ai beaucoup d'activités qui vont être de l'ordre vraiment de la vérification. Je veux regarder la météo demain, regarder le score du match en cours, regarder ce qui se passe, regarder ce qui est en train de se passer. On actualise, voilà. Et puis, ça peut durer ou ça devrait durer à peine quelques secondes. Trop souvent, ça dure un peu trop longtemps. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça veut dire que même dans les termes qu'ils utilisent, les gens ont l'impression que ça devrait aller vite. Je suis en soirée, on se demande un truc, on essaie de se remémorer quelque chose d'un film. Attends, je vais checker. Rien qu'en disant ça, dans notre tête, ça devrait aller vite. Donc quand en fait, on ne trouve pas parce qu'on n'a pas appuyé sur le bon bouton, parce que ça ne charge pas, etc., c'est vraiment pas top. C'est aussi très sensible aux défauts d'architecture parce que en fait, c'est pratique, j'ai pas besoin de regarder là, je peux regarder là. Parce que souvent, le besoin est vraiment pressant. Je suis en route pour un rendez-vous. Je dois savoir si là je prends à droite ou à gauche. Il faut que j'ai mon information rapidement. Et c'est pas forcément intrinsèque à l'activité, ça peut aussi être extrinsèque. Par exemple, je suis toujours dans cette situation-là, mais je suis dans un quartier qui craint à Paris. Je me suis déjà fait tirer 3 fois mon téléphone dans ce quartier. Donc là, il y a un truc externe qui vient encore pressuriser l'activité et qui fait que ma navigation, elle doit être rapide. Enfin, je crois que c'est enfin, j'espère pour vous, parce que le contexte intentionnel est extrêmement dégradé sur mobile. Je suis dans des environnements hyper diversifiés qui peuvent être bruyants, où je vois rien, c'est flou, il se passe plein de choses, je fais 12 choses à la fois. Donc mon attention est tout sauf concentrée sur le service mobile. Alors que c'est nous ce qu'on imagine quand on fait nos petits plans, en atelier de travail, on imagine que les utilisateurs sont hyper concentrés et dédiés à notre service. C'est malheureusement pas le cas. Donc mon enfin, il était là. Donc enfin, parce que sur mobile, on a beaucoup, plus que dans d'autres dispositifs, de grandes récurrences d'usage. Récurrence d'usage, ça veut dire que j'utilise régulièrement et beaucoup un service mobile. Ça veut dire que s'il y a un défaut d'architecture, je me le prends, je me le reprends, je me le reprends en pleine face à chaque fois que j'utilise l'application. On le voit beaucoup, notamment sur des applications de météo. Et comme on a de plus en plus d'outils, qu'ils soient de la sphère professionnelle ou de la sphère privée, on voit de plus en plus ce genre de défaut. Et plus un défaut se répète, plus on a le risque que l'utilisateur en soit conscient. Il y a plein de défauts qu'on appelle des défauts en UX
mais qui ne passe pas le seuil de la conscience chez les gens. Les gens ne disent pas « Ah, cette application, c'est un truc de merde ». Nous, on sait que ça peut être la catastrophe, mais ça ne passe pas forcément le seuil de la conscience. Quand ça commence à pouvoir devenir conscient, là, on a de graves problèmes. Bref, il faut que l'utilisateur puisse aller vite et bien, si possible. Donc, quand on a dit ça, on n'a un peu rien dit, on a juste posé le contexte. Comment on fait ? On fait pas ça. Je voulais vous montrer les deux grands types, deux grandes théories, parce que ça reste théorique, de deux grandes manières d'architecturer un contenu. On peut soit choisir une architecture qu'on appelle plate. On dit plat parce qu'en fait, j'ai peu de niveaux. Pour passer de la home, on va dire, ou de l'écran sur lequel j'arrive au niveau le plus profond, j'ai que 2 actions ici. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, à chaque niveau, j'ai beaucoup d'items. Ça veut dire que pour choisir un item, je vais devoir tous les regarder pour prendre ma décision. Donc, je n'ai pas beaucoup d'actions physiques à faire. Par contre, probablement, le choix est plus difficile à chaque étape. En mobile, on observe plus souvent des architectures qu'on dit profondes, qui sont de ce type-là, où, à l'inverse, j'ai peu d'items à chaque niveau, mais je vais avoir plus d'actions pour arriver à mon contenu le plus profond. Ça donne à peu près le même nombre d'items. Donc, c'est deux grandes théories pour architecturer les contenus. Globalement, sur mobile, on voit plus ce genre de choses, pas parce qu'on l'a décidé, mais par contrainte. Les écrans sont petits, donc forcément, on ne peut pas tout mettre dessus. Si j'ai un menu avec 12 rubriques, c'est difficile de le placer. Donc, globalement, et assez historiquement d'ailleurs, on observe plutôt des architectures profondes en mobile. Vous vous souvenez, ces anciens, il n'y en a plus beaucoup, mais on observait beaucoup d'écrans vraiment sous forme d'arborescence, où sur un écran, on appuie sur une rubrique, l'écran d'après une sous-rubrique, l'écran d'après une sous-rubrique. Voilà, ça c'est typique d'une architecture profonde où chaque écran ne sert à rien à part à naviguer. Donc c'est un écran qui est vide en termes d'UX, qui n'est pas utile pour afficher du contenu. Ce qu'on va essayer de faire du coup, parce qu'on est un peu obligé, l'écran il est tout petit, on a difficilement le choix, c'est de réduire la vraie profondeur pour les usages clés. Pour les choses que les utilisateurs viennent faire le plus souvent, on va essayer que ce soit moins profond, que ce soit plus près, que j'ai moins d'actions pour les réaliser. Ça c'est tout con, hein. J'ai dû vous bassiner avec la règle des 3 clics, ça n'existe pas. Sur mobile, on fait quand même un peu plus attention à compter, même si on ne compte pas. Donc on va essayer d'optimiser le réel. Et on va aussi essayer d'optimiser la perception. C'est-à-dire, même si l'architecture est profonde, on va essayer de faire comme si elle l'était un petit peu moins. Donc on va travailler sur le perçu. J'attaque avec les usages clés. Comment on fait pour favoriser les usages clés ? Malheureusement, on va dire, parce que c'est difficile, ça nécessite de faire des compromis et de prioriser. Moi, je suis la meuf chiante qui arrive chez mes clients et qui leur dit « Bon, les gars, on va commencer. Vous allez me dire tout ce qu'il faut qu'il y a dans votre application, dans votre service mobile, etc. » On liste tout et puis après, je leur dis « Bon, maintenant, on va faire des choix. » Comment ça, on va faire des choix ? Oui, c'est quoi le plus important ? Tout est important. Non, tout n'est pas important, c'est pas possible. En tout cas, moi, je ne sais pas faire mon travail si tout est important. Il faut vraiment qu'on fasse des compromis. Et donc, je les force, donc c'est pour ça qu'il y a parfois même pas beaucoup à ce moment-là. Je les force vraiment à choisir qu'est-ce qui stratégiquement doit ressortir. Qu'est-ce que les utilisateurs viennent faire le plus souvent. C'est pas vraiment que dédié à l'utilisateur, hein. C'est aussi quels sont les objectifs business, qu'est-ce qui doit ressortir le plus souvent. Donc on fait cet exercice de hiérarchisation et c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir des interfaces et une navigation qui favorisent les usages clés. Alors ça veut dire aussi qu'on dévalorise les usages accessoires, les secondaires, ceux qui vont arriver moins souvent. Et c'est pas grave. Ce truc-là sur lequel il faut s'asseoir, c'est le travail le plus difficile que je trouve. C'est-à-dire qu'on va me dire par exemple, oui, mais alors le compte utilisateur, ça veut dire qu'on le voit qu'en affichant le menu latéral. Oui, parce que, j'en sais rien, on est sur un site d'e-commerce et que de toute façon, le mec va rencontrer dans son flux d'interaction normal la connexion au compte. On n'a pas le choix, c'est une étape obligatoire. Donc c'est pas grave s'il ne voit pas comment accéder en un tap à son profil. Voilà. Donc on va être obligé de faire ce travail, quitte à dévaloriser vraiment des choses qui sont un peu plus secondaires. On ne peut pas tout mettre en avant. Et tant mieux, parce que cette contrainte-là, pour être honnête, c'est aussi une contrainte qui nous pousse à faire mieux. Pourquoi Mobile First c'est aussi populaire ? C'est aussi parce que c'est un contexte contraint
qui fait que on est obligé de se faire des nœuds au cerveau pour trouver des bonnes solutions. Et que, évidemment, sur desktop, comme on a plein de place, tout le monde peut être servi, toutes les directions, le marketing, la communication, les ventes, tout le monde peut avoir sa petite place et tout va bien. Comme on est sur mobilier, qu'on n'a pas beaucoup de place, on est obligé de se battre en vrai. En passant, si on veut faciliter la navigation, ça peut aussi être l'éviter. L'éviter, ça veut dire que les gens n'aient même pas besoin de faire une action ou une vraiment très, très facile pour atteindre leur objectif principal. C'est donc pas juste une histoire de menu. Je vais vous montrer un exemple là sur Linkso, c'est tout petit, vous ne voyez pas grand-chose, mais à gauche, j'ai l'écran d'accueil. Linkso, c'est une application pour gérer son budget. Je peux merger tous mes comptes que j'ai éventuellement dans différentes banques et avoir une seule application de gestion. Donc sur la page d'accueil, je vois apparaître, par exemple, je ne sais plus ce que j'ai là, mais un compte chèque, un compte épargne. Voilà. Jusque-là, tout est normal. Et puis, je vois les soldes. Un des usages principaux des gens qui consultent leur compte bancaire, c'est de voir les dernières sorties. Est-ce que tel chèque est passé, voilà. Où est-ce que j'en suis de mon compte avec l'historique? En gros, c'est les 5 à 10 dernières opérations si vraiment je fais très attention à mon budget. Mais les 5 dernières opérations, déjà, ça satisfait les usages principaux. Donc ici, je vois sur l'écran d'accueil que mon solde. Donc ma première intention, ça va être d'appuyer. Alors c'est souvent le compte courant qui nous intéresse. Compte épargne, malheureusement, il ne bouge pas beaucoup. J'appuie sur le compte chèque. Et là, je m'attends à voir le détail et les dernières opérations qui sont passées. Et en fait, j'arrive sur l'écran de droite qui est un écran de liste de mes comptes. Donc, pour moi, en tant qu'utilisateur, c'est quasi ce que je voyais avant. Je n'ai pas d'infos en plus. Je suis obligée de réappuyer sur le compte chèque. Donc, au final, j'ai fait quoi? Premier écran, j'ai appuyé sur mon compte chèque. Deuxième écran, j'ai appuyé sur mon compte chèque. Donc, le deuxième écran est vraiment inutile en termes de navigation. Si on veut privilégier l'usage clé, il faut absolument qu'en un tap depuis l'écran d'accueil, je puisse accéder à mes dernières opérations. Ça paraît tout con, hein? Et ils font que ça, eux. C'est même pas une vraie banque. C'est-à-dire que le seul truc qu'ils ont à réfléchir, c'est faire une application utilisable qui permette de satisfaire les usages principaux. Mais c'est compliqué. Je dis pas qu'ils sont nuls, je dis que c'est compliqué et que c'est à force d'accumuler un ensemble de détails qu'on arrive à faire une UX qui tient la route et qui soit vraiment adaptée au contexte. Il est probable que les utilisateurs se disent pas « Ah, c'est lourd, je dois faire un tap à chaque fois ». Mais plus ils vont y être confrontés, plus potentiellement ils vont se dire ça. Et moins c'est bon pour Linkso. Un autre exemple, mais à l'inverse, toujours dans la banque, chez BNP, ils ont une application qui s'appelle Mes comptes, comme toutes les banques en fait. Et puis ils ont deux features assez sympas qui sont sur les 2 premiers écrans à gauche, la météo de mon compte. J'ouvre l'application, avant même de faire quoi que ce soit, je vois s'il fait très beau ou si ça craint un peu et qu'il pleut. Et ça, c'est lié vraiment au solde que j'ai sur mon compte. Alors je peux tuner de dire exactement à partir de quand il pleut ou quand c'est l'orage, mais ça marche par défaut et j'ai par défaut la météo de mon compte sur l'écran alors que j'ai rien fait. C'est ça que j'entends par éviter la navigation. C'est-à-dire que ça peut me suffire. Je peux juste vouloir savoir si je suis dans le rouge. Et donc là, ça me suffit. Ça satisfait un des usages clés. Ça suffit absolument pas. Il ne pourrait pas se satisfaire que de cet écran-là, sinon on aurait un problème. Mais ça marche pour une partie des usages. À droite, j'ai un peu la même chose, mais de manière intermédiaire, avant la vraie connexion, avec un double tap sur ma non-photo, puisque oui, j'ai pas mis de photo, parce que c'est très intéressant d'avoir sa photo sur son application bancaire. Donc avec un double tap sur mon avatar, là j'ai le solde de mon compte. C'est tout. C'est pas très risqué, même si je me fais voler mon téléphone, que quelqu'un puisse voir le solde de mon compte. Je m'en fous complètement. Et ça me permet de ne pas avoir besoin de me loguer et d'assurer le truc qui est, c'est pas juste est-ce que je suis dans le rouge, mais je suis pas dans le rouge à combien. Donc ça satisfait encore un usage un peu plus approfondi, qui n'est pas encore l'usage total d'un compte en ligne, mais qui est intéressant. Et là encore, j'ai quasi évité la navigation. J'ai juste doublement appuyé sur un élément d'interface. Toujours dans éviter la navigation, j'aime bien prendre cet exemple de Shazam. Alors c'est plus le même écran, mais c'est toujours pareil, c'est plus écrit effleuré pour Shazamer, mais touché pour Shazamer. Voilà la différence. Quand je lance Shazam, malheureusement pour eux, ils ont inventé un service tellement sympa que le seul truc que veulent faire les gens, c'est Shazamer en fait. C'est con. Hein.
Et du coup, quand je lance l'application, ce que j'aimerais, il y a fort à parier qu'il y a un son qui tourne, et un son, intrinsèquement, sa caractéristique, c'est que ça va disparaître à un moment donné. Donc souvent, on est pressé quand on ouvre Shazam. On est pressé parce qu'on a éventuellement pensé à Shazamer trop tard, j'en sais rien, le morceau suivant va arriver. Donc il y a vraiment une pression temporelle qui fait que j'ai besoin d'accéder à la feature principale qui est de Shazamer le plus vite possible. Et là, j'ouvre l'application, ça paraît rien, mais on me demande quand même de faire une action pour Shazamer. Pourquoi je ne pourrais pas l'ouvrir et l'ouverture de l'application lancerait le Shazam? C'est ça, éviter la navigation. Donc, c'est pas juste réfléchir au menu, mais à comment je favorise l'usage principal. Là, c'est un peu simpliste parce qu'il y a ce truc principal de Shazam qui est intéressant, mais ça s'applique dans plein de contextes. Je vous parlais de checker la météo tout à l'heure. Il y a des gens qui inventent une application. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez nous, les applis de météo, c'est de pire en pire. Je peux savoir qu'il va pleuvoir peut-être à 40% entre 13h et 13h30. Bref, en fait, je ne sais plus jamais comment m'habiller. Et mais en vrai, c'est ça. Pourquoi on regarde la météo? On ne regarde pas la météo pour la beauté du geste, on regarde la météo pour savoir, j'ai dit comment on s'habille éventuellement, est-ce qu'on prend un parapluie, et puis est-ce que ce week-end, on reste au coin de la cheminée lire un livre, ou est-ce qu'on va sortir dehors, par exemple. Donc il y a vraiment un objectif de vie derrière consulter une application de météo. Mais il y a des gens qui inventent une application qui vous dit juste si oui ou non vous prenez votre parapluie. Ils vont même un peu plus loin, je peux activer des notifs. J'ai même pas besoin d'ouvrir l'application et ils me disent aujourd'hui, un conseil, prends ton parapluie. Tant pis s'ils se trompent, c'est pas grave. Mais du coup, là, c'est l'anti-navigation, quoi. J'ai même pas commencé à vouloir éventuellement penser à regarder la météo, qu'on me prévient de prendre mon parapluie. On a terminé sur comment on favorise les usages clés. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment bosser sur la réalité de l'architecture, pas juste sur sa théorie. Notamment, il faut particulièrement faire attention aux écrans qui précèdent l'usage d'un service. Le premier écran utile, là où j'ai du contenu, là où j'ai de la fonctionnalité. Plus on avance, plus on précède les usages, et vous le verrez peut-être avec Ellie tout à l'heure, de tout un tas de trucs complètement inutiles ou qui se justifient d'une certaine manière, mais qui ne me sont pas utiles à moi, de tout un tas de trucs. Et il y a notamment quelque chose qui est très en vogue qu'on appelle l'onboarding, ou en tout cas des écrans de tutoriels pédagogiques ou j'en sais rien, qui précèdent l'usage d'une application. Et j'avais envie de vous expliquer comment on peut le gérer un peu intelligemment. Je peux vous demander combien de temps il me reste à peu près? Parce que là, c'était sur 1h30, donc on en a pour 1h30 si je regarde le truc. Non, oui, c'est très drôle. J'appelle mon... 25 minutes. Ah non, tu ne peux pas me dire ce qu'il me reste? D'accord, bon. Donc on va speeder un peu. Pardon pour le terme. Comment on fait bien de l'onboarding? Donc ces écrans, vous les connaissez, hein, où en gros on ne regarde pas, on fait comme ça, voilà, pour enfin arriver à un écran utile. On fait bien quand on les réserve vraiment aux éléments stratégiques ou qui sont discriminants pour l'utilisateur. Discriminant, c'est qui va me permettre de différencier cette application d'une autre, qui va me permettre de vraiment comprendre la valeur ajoutée du service. On fait bien quand on n'en met pas trop dedans. On en fait bien quand on le fait en contexte plutôt qu'avant l'usage, on verra quelques exemples. Et puis on le fait bien quand on permet de sauter l'introduction. C'est de pire en pire, de plus en plus on est vraiment obligé de regarder ces écrans. Et en test utilisateur, on voit vraiment que les gens les passent sans même regarder le contenu. Je suis désolée de vous le dire. Du coup, ça, en fait, c'est un coût de développement qui sert juste à rien. Et de penser, parce qu'on y met un peu de temps de cerveau aussi. Donc d'abord, on essaie de bien choisir quoi dire. Je vous ai mis 3 exemples là. Je fais exprès de prendre des gros, parce que personne, et même les gens qui ont des grosses équipes UX, n'ont raison à 100%. On fait tous des erreurs. Et c'est intéressant justement de prendre des gros qui se plantent parfois, pour montrer qu'il y a une chance pour tout le monde, quoi. Et donc SoundCloud, Arte et je sais plus, Pinterest à droite là. Ils trouvent ça hyper intéressant dans leur onboarding d'expliquer aux gens qu'il y a une recherche. Parce qu'une recherche, c'est vraiment le truc le plus innovant du monde. Idem, quand vous avez des écrans où vous pointez tous les éléments de l'interface pour expliquer à quoi chacun sert,
c'est un très mauvais signe. D'autant plus que ces actions sont évidentes. J'ose imaginer que sur une appli où je crée des listes de courses, le plus ça veut dire créer une liste, que en appuyant sur une liste, je vais la consulter. Voilà. Dès qu'on décrit l'évidence, c'est pas très bon signe. Non, c'est pas très bon signe, ça veut dire que j'aurais pu réserver cette opportunité de dialogue avec mon utilisateur à un truc plus intéressant. C'est pas juste que ça sert à rien et c'est nul. Ça veut dire que du coup, c'est au détriment d'autres choses. Un autre exemple sur le monde, c'est mon préfacier qui va être content parce qu'il a créé cette application. Ils ont fait quand même un onboarding où j'ai 8 écrans, je crois, hein, 8, enfin bon, beaucoup quoi, que je ne peux pas sauter. Et donc l'idée, c'est pas de dire tout est nul là-dedans, mais il y a des choses qui auraient été plus appropriées à d'autres moments d'interaction. Je crois qu'il y en a un sur lequel on explique comment on peut fermer un article avec un geste de swipe vers le bas. C'est hyper intéressant. Mais c'est pas quand je viens d'installer l'application qu'on doit me l'apprendre. D'abord, je suis pas dans de bonnes dispositions pour ce faire. Et il y aurait certainement un autre moment d'interaction plus intéressant qui est quand j'ai déjà consulté un article. Peut-être même quand je viens d'en fermer un. On me dit, tu viens de le faire avec la flèche back, ça pourrait être intéressant que tu le fasses la prochaine fois comme ça, parce que ça va plus vite. Voilà, donc l'idée, c'est pas forcément de dire que ce qui présente est nul, mais peut-être c'est pas au bon moment. Et il y a fort à parier qu'au bout du 8e écran, je sois déjà un peu fatiguée, alors que je n'ai même pas commencé à voir du journal. J'installe l'appli du Monde, je veux juste voir du journal. Et il sera bien temps après de m'apprendre d'autres choses. Ils font quand même bien, des fois, ils ont sorti une appli qui s'appelle La Matinale, et qui se résume à 2 écrans. Là, on me dit des choses qui ont une valeur ajoutée que j'aurais pas pu apprendre autrement. On me dit que c'est dès 7 heures. J'ai une info que je savais pas avant. Que je vais pouvoir mettre de côté ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. On m'explique pas comment le faire. On me dit pas tu vas pouvoir swiper. On me dit juste tu vas pouvoir choisir. Et par l'image que je vois en dessous, je comprends la manière dont je vais choisir. Mais c'est juste un moyen. Et le deuxième, on me dit un truc hyper intéressant que j'aurais pas forcément deviné toute seule, c'est que ces contenus-là, je vais pouvoir les consulter hors connexion. Donc là, j'ai 2 infos que j'aurais pas découvertes toute seule, qui sont intéressantes pour 2 écrans. C'est moins pire. Ça marche mieux quand c'est en contexte, avec des petites bulles comme ça. Mais pas tout le temps. C'est pas le format qui fait la bonne pratique. Je fais un clin d'œil à mon copain Eli, parce que c'est son terme consacré. Genre sur Foursquare, parce que je veux pas que vous sortiez en disant Amélie, elle a dit que c'était trop bien de mettre des petites bulles. Sur Foursquare, alors là, vraiment, les trucs sont hyper rigolos. Ils nous disent nous sommes toujours à la recherche de ce que tu aimes, et tu peux dire c'est noté. Ok, tu fais c'est noté. Deuxième, lorsque tu arrives sur ce truc, et tu dois dire cool. Troisième, là, tu en as déjà marre. Hein. Et potentiellement, tu as déjà fermé le truc ou tu es passé à autre chose. Quoi. Et les trucs sont sur 5, 6 lignes. Tu dois toujours encore dire cool. Quatrième, on te demande de dire magique. Là, tu as surtout envie de plus jamais utiliser Foursquare. Non, et en vrai, c'est vraiment dans une session d'usage comme ça. C'est-à-dire qu'on m'aurait présenté les mêmes messages, mais de manière vraiment disséminée au cours de mon interaction, au cours de mon cycle de vie utilisateur, et pas un écran l'un après l'autre, ça aurait pu marcher. Mais c'est la succession d'écrans où il n'y a que ça, qui sont entre moi et la réalisation de mon objectif, qui ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment une affaire de dose, hein, c'est comme pour les poisons. Idem, on va essayer d'attendre l'engagement dans l'action avant de surproposer plein de trucs qui peut-être ne sont pas adéquats pour les gens. Wroblewski appelle ça le just-in-time education. Il y a un moment pour tout, et il y a un moment pour des bons moments ou des mauvais moments pour apprendre des choses. Ici, je vous ai mis 3 exemples où c'est uniquement parce que j'ai fait une action qu'on se permet de m'enseigner quelque chose. Meta-series, si j'ai ajouté aucune série, il n'y a aucun intérêt à m'expliquer comment je peux dire que j'ai vu tel ou tel épisode, puisque je n'ai pas de série de toute façon. Et les exemples à côté sont du même acabit. On va aussi essayer de prévoir des possibilités de navigation transversale. Transversale, c'est par un raccourci, je vais passer d'un niveau à un autre, qui n'était pas forcément prévu dans l'architecture de base. Genre sur le Bon Coin, je peux passer d'une fiche annonce à une autre sans devoir retourner à la liste. Donc sans subir le truc d'aller-retour de je vois la liste, il y a un truc qui me plaît, je clique, je vais sur la fiche, finalement ça ne me plaît pas, j'y reviens. Je le fais en vrai parce que ce truc physique-là, il se réplique dans le geste de tape. L'utilisation du mobile, elle est très liée à une expérience proprioceptive. Donc il y a vraiment un engagement physique des gens. Là, parce que je peux passer
à la suivante et à la précédente à partir de la fiche, je gagne des étapes. Là, c'est visible. Je vois l'élément qui va me permettre de passer d'une page à une autre. Ce n'est pas forcément le cas partout et ce n'est pas forcément souhaitable partout. Je suis sur Le Monde, je peux passer d'un article à un autre en swipant. C'est pas grave si on ne me l'explique pas, c'est pas grave si je le découvre tout seul ou pas, parce qu'il y a d'autres manières d'accéder à un article. Donc je n'ai pas forcément besoin d'en faire des caisses pour montrer ces possibilités de navigation transversale. On va aussi essayer de jouer sur la perception. Je vous parlais des interfaces très arborescentes où on voit à un écran une rubrique, ensuite une sous-rubrique, une sous-sous-rubrique. Là, on est chez Colette, on est vraiment dans ce genre de choses. Et alors que l'architecture est exactement pareille sur cette application-là, parce qu'il n'y a pas de rechargement et que tout se passe dans le menu à gauche, sous forme de plié-déplié, j'ai moins cette impression que c'est lourd en interaction. J'ai moins l'impression de passer d'un écran à un autre. Alors qu'en vrai, en termes fonctionnels, c'est exactement pareil. Ici, je suis sur une interface où j'ai une liste, j'ouvre un détail. Rien que le fait de l'ouvrir, mais de toujours percevoir la liste en dessous, et de ne pas passer à un écran complètement dédié, va avoir un effet sur ma perception. J'ai moins l'impression que c'est découpé. Ensuite, on va essayer d'adapter la surface active à la fréquence de l'action. C'est important du coup d'avoir des gestes parce que je vais éventuellement être plus efficient. Je n'ai pas besoin de viser. Quel que soit l'endroit à partir duquel je fais le geste, ça va fonctionner. Donc ça va me permettre d'aller plus vite. J'ai deux exemples là sur des applications de Drive où je fais les courses. Celui à droite, je dois absolument appuyer sur fermer. Je vais absolument appuyer sur fermer pour réaccéder à la liste. Ça fait que je dois viser vraiment un endroit précis de l'écran, alors qu'à gauche, je peux appuyer n'importe où autour et retourner à la liste. C'est plus facile du coup. J'ai moins besoin d'être précis. Enfin, on va essayer de prévoir une navigation élastique. Alors ça, c'est un peu la version premium ou la cerise sur le gâteau, qui puisse vraiment s'adapter aux usages de chacun. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même navigation que monsieur, parce que vous aurez utilisé l'application ou le service d'une manière différente chacun. On peut faire ça de deux manières. Soit la personnalisation explicite, je déclare un favori. C'est pas très recommandé. Soit la personnalisation implicite. On apprend de mes actions. Par mon historique, on va déduire deux choses et puis on ne va pas me présenter la même interface qu'à votre voisin. Du coup, ma navigation à moi, ou votre navigation à vous, parce que vous êtes vous, elle va être plus efficace. C'est le cas d'Inbox, par exemple, qui me propose, au moment où je dis que je veux écrire un nouveau message, mes 3 destinataires préférés, dont Nico, parce que c'est les gens à qui j'écris le plus souvent. Donc avant même que je commence à taper leur nom, il se dit il y a de fortes chances qu'elle veuille lui écrire à lui. Et il n'a pas tort. Est-ce qu'on utilise un menu visible ou un menu caché? Grande question. On signe la mort du hamburger partout. Moi, je vais essayer juste de vous montrer dans quel cas c'est opportun ou pas. Un menu caché, c'est ce que vous avez à gauche sur Netflix. J'ai un picto à gauche qui me permet d'afficher un menu latéral qui est quelque part caché. Et à droite, j'ai une tab barre en bas sur Fitbit qui me permet d'accéder directement aux rubriques. Quand est-ce que c'est bien d'avoir un menu directement visible, comme on l'a vu sur Fitbit? Quand on veut avoir un pouvoir suggestif, c'est-à-dire quand on veut donner une idée à l'utilisateur. Quand on veut aussi qu'il soit très efficient, c'est-à-dire que ça va plus vite mécaniquement d'appuyer sur quelque chose qui se voit à l'écran que d'appuyer sur quelque chose pour afficher le menu. Lorsqu'on a peu d'items, parce que du coup on a la place. Lorsqu'on a peu de problématiques de place à l'écran, est-ce que ça veut dire pareil ou pas? Je ne sais pas. Aussi, lorsque j'ai besoin en tant qu'utilisateur de passer souvent d'une rubrique à une autre. C'est pas pareil d'accéder à une rubrique quand c'est une fois par session d'usage ou quand je fais beaucoup d'allers-retours entre des rubriques. Genre sur Facebook, même si on parle d'une application externe avec Messenger. Là, je suis sur Artsy, j'ai un menu visible, c'est pas forcément moche. Ça, c'est aussi intéressant. On a un peu l'impression que quand on met des tab bars, ça fait forcément les applications des années 90, si ça existait. C'est pas forcément vrai. On peut faire des trucs un peu sympas. Quand est-ce qu'à l'inverse, on va privilégier un menu caché? Quand dans le menu, il n'y a rien de stratégique. Quand c'est vraiment des choses secondaires, connexion à un compte utilisateur, aide, des choses comme ça. Quand c'est accessoire. Lorsque dans votre écran par défaut,
il y a déjà à peu près les usages clés. C'est beaucoup le cas dans les services à base de flux d'actualité. Mon usage principal, c'est de browser le feed. Et ben, voilà, j'ai pas grand-chose à faire, c'est pas grave si le menu est ailleurs. C'est aussi le cas lorsque je me doute en tant qu'utilisateur qu'on va me proposer la fonctionnalité. Je sais qu'elle est là, donc c'est pas grave si elle n'est pas affichée, je vais aller la chercher. Idem, je parlais tout à l'heure d'e-commerce, je vais être obligée de me loguer à mon compte pour commander, malheureusement. Donc c'est pas grave si c'est pas tout le temps sous mes yeux, sur chaque écran. Et puis, quand la liste des rubriques est longue, j'ai entendu un tuk-tuk, je me dis, ça y est, c'est fini. Quand la liste des rubriques est longue, j'ai pas le choix et il faut que je la cache. Par exemple, dans des applications de mail, ça va très bien que mes brouillons sont dans un menu latéral caché, parce que j'y accède jamais, ou presque. Pareil pour les messages envoyés. Mon usage principal, c'est ma boîte de réception. La recherche, ça se limite à peu près à ça. Si je peux écrire un message, c'est bien. Mais en tout cas, en général, tout ce qu'on met dans le menu latéral d'une application de mail est de l'ordre de l'accessoire. Donc c'est tout à fait envisageable de le cacher. Une application de quotidien ou un service de quotidien, en général, ils ont des rubriques très étendues, enfin, c'est très long, et on voit que c'est géré très différemment sur New York Times, où ils ont vraiment caché ça dans un menu. Du coup, ils ont la place de mettre toutes leurs rubriques une fois que je décide de l'activer. Et chez The Guardian, où on voit qu'il y a le début des rubriques et je peux les faire défiler. Donc je vous laisse juger, hein, c'est difficile d'avoir un œil critique, mais entre l'interface qui résulte d'un menu caché comme celle-ci ou celle-ci qui est un poil plus chargée, quoi. Je les aime bien pourtant, mais là c'est peut-être un peu moins approprié. On est sur la fourchette ou sur Hook, j'ai des choses vraiment qui sont de l'ordre d'accessoires, on peut cacher. Ça n'empêche pas d'avoir un rappel des entrées clés en cœur de page. Hein. C'est pas parce que j'ai un menu caché que sur l'écran sur lequel arrive l'utilisateur, je ne peux pas avoir les choses principales. Ça marche bien chez Apple, ça marche bien chez Paleoplate, ça marche bien chez plein de gens. Un menu caché ou avoir au moins un menu caché, ça permet aussi de hiérarchiser entre deux menus. C'est pas rare, malheureusement, d'avoir besoin de deux menus. Là, on est sur une application où ça me permet d'avoir un menu latéral en haut à gauche et puis une bascule entre list et places, je crois, où je peux vraiment, du coup, basculer de l'un à l'autre très facilement. Donc, on combine les deux. Idem chez Dropbox. Bon, ils n'ont pas un hamburger, ils ont des meatballs, mais c'est un peu pareil. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est Luc, encore, là. Qu'on adore et qui se fait un plaisir de faire des métaphores culinaires. En tout cas, c'est exactement pareil. Dropbox, les usages principaux sont assurés par la tab bar en bas et les options se trouvent dans un menu latéral qu'on va chercher quand on a besoin de faire des choses un peu plus avancées. Donc ça marche très bien. Je ne voudrais pas avoir deux tab bars, par exemple. Bon, pour résumer, ça marche bien quand l'utilisateur cherche à faire quelque chose, parce qu'il trouvera comment faire. Ça marche moins bien quand on veut lui donner une idée, quand on veut être suggestif. Bref, vous le répétez pas, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, parce que c'est vraiment pas fashion en ce moment de dire ça, pardon. Mais si c'est vraiment un choix volontaire d'afficher un menu caché, de le faire sous forme latérale, quel que soit l'endroit à partir duquel vous le faites, ça marche. Ça marche si votre contexte est approprié. Pourquoi ça marche d'avoir un menu qu'on voit? Parce qu'on le voit, donc il a un pouvoir suggestif. Je ne vais pas deviner de quelque chose qui est caché qu'il existe. Par contre, si je le vois, je vais me dire, ça va me donner une idée. Je vais pouvoir me dire, ah oui, tiens, éventuellement, si je faisais ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un menu affiché a des taux de conversion plus intéressants, parce que du coup, il donne des idées aux gens. C'est très lié à ce qu'on appelle le cut-off design, qui est lié à montrer un bout de quelque chose pour suggérer la suite. C'est utilisé notamment dans les fiches produits, où je vais voir le début d'une galerie, et ça va m'inciter à aller voir la suite, juste parce que j'ai coupé un bout d'image. Comment on va faire pour avoir un bon menu caché? Plutôt un picto conventionnel, plutôt visible, ça aide. Là, par exemple, j'ai fait un test utilisateur, je me suis rendu compte que la localisation du menu, ça importe peu. À partir du moment où il est visible, ça suffit. Un picto descriptif du contenu, on n'est pas obligé de se limiter au sandwich, aux 3 petites barres. Ici, chez Uber, parce que
l'essentiel du menu concerne le compte utilisateur, il peut être caché derrière un picto de bonhomme, ça fonctionne, ça reste du menu caché, mais on devine ce qu'il y a derrière du coup. Et puis là, le dernier type, ou l'avant-dernier, pardon, c'est d'accompagner si on peut, d'un libellé ou d'un système de notif. Ça va attirer l'attention sur la présence du menu. Et en dernier, on peut dire, là où je suis, ça me permet d'indicer qu'il y a un menu. Là, je suis dans Timeline, il y a une petite flèche à droite, ça m'incite à comprendre qu'il y a probablement d'autres choses, d'autres rubriques que je vais pouvoir activer. Il y en avait 6. Je peux aussi avoir un flux d'interaction, c'est-à-dire une étape par laquelle je fais passer l'utilisateur qui rend visible le menu. Là, je suis sur, je ne sais plus quelle application, VSCO. À chaque chargement de l'application, je passe forcément par le menu. C'est mon premier écran. Du coup, je le vois, le menu. Après, il disparaît. Mais du coup, parce que je l'ai vu, je sais qu'il est là. Et je sais que je vais pouvoir m'y reporter en cas de besoin. Si je veux naviguer, c'est par là. Ça peut être une bonne manière de compenser le manque de découvrabilité, on va dire, d'un menu caché. Ouais, j'ai décidément prévu trop de choses. Pourquoi c'est bien de cacher? Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'attention quand on est sur mobile. Et on doit faire appel à ce qu'on appelle l'attention sélective, qui est très bien représentée par le... Mais ça va pas très vite, votre décompte. Tout à l'heure, c'était 10 et il reste 5. Vous êtes sympa, en fait. C'est ça. Non, en vrai, il me reste moins 15, moins 30. Bon. On continue ou pas? Ouais, c'était sympa, le cocktail party, c'est approprié. L'effet cocktail party, c'est ce qui fait que vous êtes ici, il y a tout à l'heure, il y avait de la musique, vous buviez des bières et tout ça, vous trinquiez, donc il y a plein de bruit. Pour autant, vous êtes capable, normalement, de maintenir une conversation avec quelqu'un. Malgré le brouhaha ambiant, vous arrivez à vous concentrer, on va dire, sur ce qu'il vous dit, à lui répondre et tout ça. Mais si quelqu'un prononce votre nom, ça va attirer votre attention. Ça veut dire que vous arrivez à la fois à faire abstraction de ce qu'il y a autour, mais à maintenir un niveau d'attention qui fait que s'il y a un signal pertinent, là vous allez le traiter. Ça prend des ressources mentales. C'est vraiment très difficile de faire ça. Ça veut dire que vous êtes obligé d'inhiber les distracteurs, tout ce qu'il y a autour. C'est un truc qui est prouvé. Ça marche aussi dans les interfaces. C'est-à-dire que s'il y a plein de bruit visuel, je vais être obligé de tout mettre de côté. C'est pas conscient, heureusement, sinon on mourrait très vite. Et je vais être obligé de tout mettre de côté avant de pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Donc c'est intéressant de privilégier ce qu'on appelle la notion de moment d'interaction pour éventuellement, comme sur Stellar, afficher une tab bar au début et dès que je commence à scroller, la faire disparaître. Sur Le Monde, idem, dès que j'affiche un article, voilà, il prend toute la place. J'ai plus de menu, j'ai plus rien. Je vois plus que l'article, je peux me concentrer sur ma lecture. Ça c'est intéressant. Là, je l'aide dans l'attention sélective. J'inhibe les distracteurs à sa place, en fait. On va zapper la navigation par geste, parce que sinon on en a pour la soirée. Mais je vous ferai passer mes slides, des trucs très intéressants, incompréhensibles si je raconte pas dessus, mais bon, voilà, c'est le jeu, j'ai super dépassé. Toutes mes excuses. Ouais, c'est un peu gênant tout de même. Ouais, on me réclame encore un peu. Donc la navigation par geste, ça va aller rapide. J'ai déjà fait cette blague au début en fait. On veut une application swipe, mais elle est tellement vraie et c'est tellement vécu que voilà, ça vaut le coup de le redire. Alors c'est on swipe ou le nouveau geste à la mode, hein. Mais globalement, dès qu'un de leurs concurrents fait quelque chose avec un geste, les gens arrivent très rapidement en disant on veut la même chose que le voisin. C'est vraiment trop rigolo et puis les gens ils vont pouvoir faire plein de gestes et tout. Et non, les gens kiffent pas de faire des gestes, ils kiffent d'accéder à leur contenu. S'il se trouve que le moyen, c'est un geste et que ça les rend plus efficients, pourquoi pas? Pourquoi on va privilégier ou choisir un geste? Parce que du coup, ça occupe pas de place à l'écran. J'ai pas de pixels puisque c'est un geste. Voilà, ça nécessite pas de visée. Ça peut aussi protéger contre l'erreur. Pour déverrouiller mon téléphone, heureusement qu'il faut faire un geste, sinon on aurait des problèmes. Et ça peut donner du sens. Quand je zoome ou je dézoome sur une carte, il y a un aspect sémantique dans mon geste. Ça ne nécessite pas de visée. Voilà. Là, j'ai fait un petit film pour vous montrer. Alors, ça va démarrer. Je suis dans mes voyages sur Inbox. Je vais appuyer sur un voyage. Ça me l'ouvre. Voilà. Je vais le refermer en appuyant sur la croix. Et puis, une autre fois, parce que je vais revenir, et je vois que je peux le fermer en swipant vers le bas. Je vais être plus efficiente parce que je n'ai pas besoin de viser la croix en haut à gauche.
Et c'est pas grave si je l'apprends ou je le découvre au fur et à mesure de mon usage de l'application, hein. Il n'y a pas de vie ou de mort à pouvoir fermer l'écran de détail avec un swipe. Mais si je connais cette possibilité-là, je vais être plus efficiente. Par contre, ce qui est difficile, c'est que je suis incapable de le découvrir toute seule, ou alors par chance, ça arrive rarement. Donc pour compenser ça, on peut utiliser d'abord des gestes conventionnels. Là, j'ai cette idée-là sur Voyage, l'inbox, parce que je l'ai déjà vu ailleurs, parce que je l'utilise sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. Voilà, c'est parce que je l'ai appris ailleurs que je vais éventuellement le tenter sur un autre service mobile. Ça marche pas. En tout cas, je peux toujours essayer. On va essayer de le doubler. C'est-à-dire que je peux réaliser l'action avec un tap, mais aussi avec un geste. Et puis, on peut le faire deviner par plein de petites techniques différentes. Doubler le geste, c'est ce genre de choses. Je peux accéder à toutes mes recettes, soit en appuyant sur le picto gris en bas à droite de l'écran pour accéder à toutes mes recettes, mais je peux aussi y accéder en swipant. Et on va me l'apprendre en me permettant, quand j'appuie sur un élément, vous allez le voir bouger comme ça. Alors ça bouge, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être qu'en voyant ce truc-là bouger, alors je l'ai fait plus longtemps après, volontairement, ça fait ça parce que j'appuie sur le truc. Et on me fait ce truc-là. Donc du coup, je vais essayer de voir pourquoi ils me font ce geste de gauche à droite, et ça va m'aider à apprendre que je peux swiper pour changer de recette. Ce qui est plus efficient que appuyer sur un picto, voir l'écran de liste, appuyer sur une recette. J'ai non seulement gagné d'étapes, mais j'ai aussi gagné en visée. On peut animer pour inciter au geste. On est encore sur la matinale, là, c'est vraiment une application à la Tinder. Ça se retrouve aussi dans les briefs, donc ça me fait sourire. Et pour dire que j'aime bien une actualité, que je veux la mettre de côté, je peux soit appuyer sur la croix, soit sur la coche en bas à droite. Je peux commencer dans mon interaction en faisant ça. Et puis parce que je vois que les cartes vont de gauche à droite, peut-être qu'au fur et à mesure, je vais essayer de les faire swiper moi-même pour les balancer à gauche et à droite. Je le fais juste parce que je les ai vus se déplacer à gauche et à droite. Donc je vais essayer moi-même de les déplacer en fait avec ce geste. On va essayer de préférer la pédagogie implicite à la pédagogie explicite. Explicite, c'est ce que vous voyez à l'écran là. On dit faites un balayage à gauche pour éditer ou supprimer un favori. Donc en fait, on perd tout l'avantage du geste. On explique comment faire le geste, donc on occupe de la place à l'écran pour un truc qui en plus n'est pas hyper intéressant. Donc si on doit expliquer, c'est un peu perdu. On peut aussi choisir ses chevaux de bataille. Si on est sur Sketches, ils ont une bibliothèque de 15-20 gestes, mais ils choisissent d'en expliquer 2. Et ils espèrent que si j'ai compris comment faire annuler, c'est avec 2 doigts comme ça, c'est une application de dessin, peut-être je vais moi-même essayer de faire l'inverse d'annuler en faisant la même chose vers la droite. Donc quand j'ai appris un geste, ça peut aussi m'aider à en deviner un autre. Pardon, je reviens en arrière. Bref, on va essayer de réserver les gestes vraiment aux actions importantes. Choisir des gestes faciles à réaliser aussi. Avec un doigt, par exemple, c'est souvent mieux. Alors on vient de voir le contre-exemple avec Sketch, c'est vraiment une application outil. Et puis attention aux gestes pour se faire plaisir. Parfois, ça rend moins efficient. Si je dois faire un geste plutôt que taper alors que j'aurais pu juste appuyer, je suis moins efficiente. Donc qu'est-ce qu'on a vu pour optimiser la navigation sur mobile? Essayer de respecter l'utilisateur et son besoin, en tout cas de se concentrer sur ses usages clés. Qu'est-ce qu'il vient faire le plus souvent? Surtout pas adopter de solutions d'interface, de menus, de trucs tout faits sans réfléchir, mais vraiment vous demander c'est quoi les caractéristiques de mon contexte? Qu'est-ce qui fait que dans mon contexte tel ou tel menu va être plus adapté? Utiliser les gestes, oui, très bien, mais seulement en complément. C'est-à-dire que si c'est sur un usage clé, il faut absolument le doubler par quelque chose à l'écran. Sinon, les gens le découvriront pas, ou pas assez. Et puis aller se frotter à ce qui se passe dans la vraie vie pour un peu redescendre et arrêter de rêver. C'est vrai que faire des tests utilisateurs permet vite de se rendre compte de ce que je vous montrais au début de l'onboarding, où les gens finissent par même pas regarder l'écran et se disent elle est où mon application? Alors, il faut voir ces trucs-là, il faut les voir et les revoir pour vraiment se rendre compte des bêtises qu'on fait. Bon, j'en ai enfin terminé. Mes excuses pour avoir super dépassé. Et voilà, merci.